Et salut! Voir, c'est une vidéo qui va être un peu décousue parce que j'ai pas de schéma spécialement sur ce que j'ai envie de dire. Alors je vais développer au fur et à mesure à l'instinct. Tu vois, c'est marrant, je dis ça à chaque fois, mais en vrai, les trois quarts de mes vidéos, c'est comme ça. L'idée principale, c'était que je repensais à ma vidéo précédente, celle où je disais occupe-toi de ton corps, où je disais qu'il fallait conscientiser tout un tas de paramètres, surtout conscientiser ce qui était à éviter et à ne pas négliger. Moi je suis en forêt, il y a du vent, j'espère que ça va pas trop pourrir le son de la vidéo, c'est pour ça que je me suis mis assez proche. Et que finalement il fallait par soi-même, euh, au-delà de tout ce qu'on nous apprend, notamment à l'école, les bouquins, tout ce que tu veux, toutes les sources de savoir que l'on a aujourd'hui, en fait on a énormément de potentiel d'info, de potentielles informations à assimiler pour pouvoir comprendre un paquet de trucs. Mais là, l'idée que j'avais, c'était que ce que ça allait faire chez beaucoup de personnes, c'est que ça allait les repousser parce que moi, par exemple, j'ai la passion d'apprendre. Tu vois, je suis toujours en train d'écouter une vidéo, de me renseigner sur un sujet, de vérifier. Bon, je lis pas des bouquins entiers, tu vois, mais je vérifier dans des petits articles la cohérence de certains schémas que j'ai commencé à mettre en évidence, tout ça. Ouais, j'arriverai pas à lire un bouquin en entier, tu vois, mais tu vois, je vérifie, tu vois, je philosophe par moi-même, et puis je vais chercher dans des petits articles, dans des petites explications, voire souvent des petites vidéos, tout ça, des gens qui vont me confirmer qu'ils ont, euh, qu'ils ont récupéré un peu mentalement les mêmes schémas, un peu comme une sorte de vérification, mais pour beaucoup, le travail, je le fais par moi-même, en fait. Déjà, ce qui m'évite finalement d'absorber, comme je dis, j'ai une passion pour absorber les informations, mais j'absorbe pas non plus les informations à tort et à travers. C'est pas parce qu'il y a un magazine que je vais le lire, même si c'est un Science et Vie ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un super bouquin sur la philosophie que je vais me le farcir, même si c'est un livre audio, tout ça. J'aime bien en écouter des bribes et faire le développement par moi-même. Parce que pour moi, il est bien plus crucial de découvrir et d'analyser par soi-même et ensuite d'aller vérifier. Et pas d'absorber un kilo d'informations, même si c'est des informations justes et correctement développées, et par la suite y réfléchir. Je trouve ça un peu... je sais pas, je pense que c'est moins performant déjà dans l'assimilation des nouvelles données si on ne les a pas, si on n'a pas fait le chemin par soi-même. Bien sûr, il faut quelques bribes de départ pour nous lancer sur une piste qu'on peut prendre justement dans ces informations. Mais voilà, du coup, ça va saouler les gens, une majorité des gens qui, pour moi, sont des gens qui sont dégoûtés du concept d'apprendre parce qu'ils sont passés par l'éducation nationale où on te, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, où on te bourre d'informations au maximum pour maximiser la quantité que tu peux potentiellement en retenir. Mais voilà, on te parle de trucs à tort et à travers, des trucs qui te concerneront jamais, tu vois. Genre moi j'adorais les mathématiques. Je me rappelle en quatrième, j'ai demandé à quoi ça nous sert concrètement d'apprendre cette logique arithmétique mathématique. Je me rappelle que le prof nous a répondu à rien. C'était un mauvais prof, hein, celui-là. Et j'ai posé la question à un autre prof de maths, celui qui me donnait pas des cours en quatrième, et il m'a dit ben, ça nous sert principalement à faire des calculs dans l'application, en tout cas dans l'aérospatiale, tu vois. Et
Mais disons concrètement, il me dit, à part si tu vas finir ingénieur à la NASA, il y a 99,9% de chances qu'en vrai ça te concerne pas en termes pratiques dans ta vie. Ce que j'avais trouvé assez con en fait. Je trouvais ça débile que l'éducation nationale te fasse apprendre des trucs comme ça de manière générique. Alors oui, c'est sous couvert de l'excuse que ça t'aide à faire des connexions entre les différents synapses dans ton cerveau. Du coup, tu as une facilité cognitive, puis tu peux te découvrir une passion. Mais de le mettre en termes, de le mettre en apprentissage général à tout le monde, sachant qu'il n'y a que 0,0001% de la population que ça leur sert à quelque chose, je trouve ça débile. Et ça contribue au phénomène de gavage, où quand tu sors de l'école, en fait, tu n'as plus rien envie d'apprendre. En fait. C'est fou. Déjà, un, tu penses que tu as appris suffisamment de trucs, et deux, juste, tu es dégoûté du concept d'apprendre, parce que pendant des années, on t'a appris des trucs qui te concernent pas, quoi. Qui te concernent, qui te concerneront, qui te concernera jamais. Et donc, expliquer aux gens qu'il faut qu'ils conscientisent et qu'ils fassent les travaux par eux-mêmes, je suis assez conscient que ça rentre en contradiction avec le fait de l'idée que j'ai reconnue, qui est que la majorité des gens sont gavés à apprendre des informations. Voilà, ça c'est le postulat de base. Et donc mon conseil, mon angle de vue pour cette nouvelle vidéo, c'est de ne pas t'occuper des informations que les humains ont déjà pré-mâchées pour toi et de ne pas t'amuser à les assimiler comme tu vois, comme un disque dur, tu vois, tu rentres des données, tu rentres des données, tu rentres des données, à un moment donné tu vas tomber sur un truc qui t'intéresse. Alors certes, il y a des gens qui ont une forme de fibre pour cette passion, qui ont une forme de passion pour cette méthode d'apprentissage, mais je pense que ça dégoûte quelque chose comme 80% de la population de manière viscérale, quoi. Donc, comme dans la forme de philosophie que je suis en train d'essayer de transmettre un peu par mes vidéos, il est important de soulever le sujet, de dire que tu peux apprendre des informations en les développant par toi-même. En étant l'observateur. Un béni, ça va te rappeler quelque chose. L'observateur. On en a souvent discuté. Être un observateur, c'est étudier son environnement, en extirper des schémas et des conclusions. Et ces schémas et ces conclusions qui vont s'intégrer en nous en forme de savoir, ça va devenir du savoir. Je sais que quand ceci se produit, tel résultat apparaît. Et je sais qu'en observant plusieurs fois telle interaction, je peux créer le schéma mental de plusieurs options de résultats. C'est-à-dire quand quelqu'un fait ça, il peut se passer soit telle chose, soit telle chose, soit telle chose, et puis tu concrétises ton travail par l'observation en disant bon 80% du temps ça va avoir tel résultat, mais de temps en temps, suivant les conditions, ça peut avoir un autre résultat ou encore une autre forme, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, en étant simplement observateur et analyste de ses propres observations, on acquiert un savoir qu'on a par nous-mêmes déduit, qu'on n'a pas nous-mêmes vérifié, qu'on n'a pas nous-mêmes... enfin voilà, qu'on a compris par nous-mêmes. Et ce savoir-là, qui est finalement le savoir originel de l'intelligence et de la conscience de l'être humain, parce que chacun a fait son travail, puis par l'outil de la communication, chacun a partagé son travail avec les autres,
ce qui va aider chacun à rajouter des petits détails à son propre travail, à voir s'il faut qu'il recommence à observer certains phénomènes avec une nouvelle philosophie d'observation, et ainsi de suite. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre dans les livres, on n'a pas besoin d'apprendre à l'école, on n'a pas besoin de... On a besoin aussi, dans un sens, de partager avec un autre être humain qui, lui, a peut-être appris dans les livres et dans l'école. Mais nous, on n'a pas besoin systématiquement de faire ce travail. D'ailleurs, comme je pense que 80% des gens échouent à la sélection scolaire, académique, c'est-à-dire au pire, tu as ton bac, et puis après, tu sais pas quoi en foutre. Hein. Comme disait ma mère, un bac, ça sert à faire la vaisselle, tu vois. Ce que j'encourage, c'est que quand tu as fini toute cette partie de travail obligatoire institutionnalisé, deviens autodidacte. Et deviens autodidacte en misant sur ta capacité à observer et à analyser. Et à ce moment-là, chaque sujet qui retiendra ton attention sera potentiellement, et en tout cas avec de plus grosses chances statistiques, des sujets qui ont de l'intérêt pour toi. Forcément, quand tu vas t'arrêter sur un sujet donné, c'est que ce sujet-là t'intéresse. Pour une raison X ou Y, on s'en fout. Que ce soit pour accumuler du savoir ou pour augmenter tes chances dans la vie, dans tes actions, tout ça. Peu importe, à partir du moment où tu es autodidacte dans l'observation, tout ce qui va attirer ton attention, c'est quelque chose qui va te correspondre dans un sens ou dans un autre. Pour une... enfin voilà, peu importe sur quelle dimension ça t'intéresse, ça va te correspondre. Et c'est bien plus efficace de fonctionner comme ça que l'école ou que les bouquins ne pourraient avoir d'influence sur toi finalement. Finalement, tu deviens ton propre influenceur en faisant ça. Et sachant que je pense que c'est la base de l'intelligence, parce que tout ce qui est bouquins, savoir, science, règles qui ont été mises en évidence par l'humanité de tous les temps, ont commencé par un simple observateur muni de sa propre analyse, qui est forcément autodidacte du coup. Donc pour te développer, sois observateur et analyste de ton propre environnement et de tes propres sujets. Et une fois que tu as fait ce travail, tu peux aussi le compléter en allant regarder le travail des autres ou en partageant avec d'autres êtres humains qui ont eu le même centre d'intérêt que toi. Mais dans un second temps, c'est assez important la notion que je vais dire, c'est dans un second temps. D'abord, fais le maximum du chemin par toi-même. Et à ce moment-là, apprendre, conscientiser, réfléchir deviendra quelque chose d'agréable et de systématiquement intéressant. Pour prendre ma propre expérience, moi ce que j'adore faire, c'est me balader dans la forêt, dans la nature, de me poser sans autre distraction que de regarder ce qu'il y a autour de moi. Et pourtant, tu vois, depuis que je fais ça, j'ai des milliers d'heures d'observation d'arbres, de plantes, de sol, le vent, le soleil, les nuages. Tu vois, comme tout le monde, tu vois, je les regarde. Mais je les regarde en révisant à l'intérieur de mon esprit les acquis que j'ai sur ces phénomènes. Par exemple, quand je regarde un arbre, je me rappelle de ses constituants, l'écorce, les fibres à l'intérieur, le fait qu'il pousse, les feuilles, que les feuilles captent, que l'absorption de l'eau se fait par l'évaporation de l'eau par les feuilles, enfin de tous les petits
de tous les petits mécanismes que j'ai intégrés. Et disons, quand je regarde un arbre, je regarde pas juste un arbre, genre ah, c'est un arbre, tu vois. Je regarde un arbre et je visualise l'arbre, je visualise son fonctionnement, je visualise la caractéristique précise de l'arbre que je suis en train de regarder. Je sais que celui-là a été dominé par les arbres autour de lui, parce que du coup, les arbres autour de lui sont implantés ont été implantés avant lui. Donc au niveau de la bataille racinaire, on monopolisait beaucoup plus de ressources. C'est pour ça que cet arbre est plus petit, a du mal à se développer. Mais une fois que l'arbre une fois que l'arbre sera mort à côté de lui, il aura un bonus énergétique parce qu'il pourra prendre la place de celui-là, et ainsi de suite. Donc tu comprends un peu comment les arbres, qui ont l'air d'être des êtres vivants relativement passifs, fonctionnent par opportunités successives. Tu regardes le climat de l'argent, enfin bref. Je fais, dans l'observation, je fais un état des lieux de mon savoir, et de temps en temps, par rapport à la caractéristique unique de l'objet que je suis en train d'étudier, je me rends compte d'un petit paramètre. Lui, tiens, cet arbre-là a ce paramètre que les autres n'ont pas. Alors, est-ce que ça vient de la variété d'arbres que j'observe? Est-ce que ça vient du temps dont il a poussé? Est-ce que ça vient de son âge? Est-ce que ça vient de la compétition avec les autres arbres? Est-ce que ça vient de son ensoleillement? Est-ce que ça vient du taux d'humidité? Est-ce que ça vient des dégâts que de potentiels autres êtres vivants a pu faire sur eux, comme des animaux qui sont venus le bouffer, ce genre de trucs? Et voilà, je me fais ma petite vie comme ça, en observant et en réfléchissant sur ce que je suis en train d'observer. Ça permet de revoir le savoir qu'on a déjà, ça permet de temps en temps, hein, c'est pas systématique, hein, mais de temps en temps, d'avoir de nouvelles idées. Ça permet aussi d'être en communion, finalement, avec la nature, au sens large, tu vois ce que je veux dire? Il y a la nature, il y a moi. En fait, dans le monde, il n'y a que ça. Il y a toi et le reste. Et là, tu te mets en observateur du reste, c'est-à-dire tu t'assois, tu t'oublies toi et tu penses sur le reste. Par exemple, Einstein, le Einstein, tu vois, lui-même a abandonné très tôt l'école, il me semble, vers, je crois, entre 14 et 16 ans. Bon, la chance, c'est qu'il avait des parents avec un peu de fric, tu vois. Donc, il pouvait se permettre de faire ce genre de choses. Il a dit, c'est bon, l'école, j'en ai rien à péter, tu vois. Ça me casse les couilles, justement, parce qu'il devait ressentir cette forme de gavage intensif. Et il s'est dit, c'est bon, l'école, j'abandonne, je deviens autodidacte. Et pendant les 2, 3 ou 4 premières années, ah ouais, je sais que je suis approximatif, hein, mais c'est à peu près ça le récit de sa vie au moment où il abandonne l'école, pendant plusieurs années, je crois que c'est entre 2 et 4. Il s'est simplement contenté de faire de grandes balades dans la nature et de se poser en observateur, parce que comme toute personne qui a un petit peu la fibre scientifique, d'où la naissance de la science qu'on appelle physique, on veut comprendre les règles de l'univers. Et le plus simple, c'est de regarder ce qui est sous nos pieds en premier et sous nos yeux, avant de commencer à étudier le soleil, les rotations des planètes et tout. Et donc tu te places comme ça en observateur, et c'est de là que ces premières idées, et surtout que ces structures mentales et ces structures de connexion et de déduction sont nées en tant qu'un être humain qui se place en observateur. Et regardez ce personnage-là, il s'est illustré dans des théories qui se sont, j'allais dire avérées vraies, mais je sais que c'est un pléonasme, mais qui se sont vérifiées par la suite. Parce que l'observation et l'analyse de ces observations, c'est la base de tout le savoir de l'humanité. Et donc, techniquement, potentiellement, chaque humain est capable d'être un Einstein s'il se donne
les conditions, euh, les conditions minimum requises, je veux dire l'observation, la déduction, prendre le temps de faire les choses, se couper des choses inutiles. Einstein a prouvé l'atome de manière à prouver l'existence de l'atome en faisant des connexions dans son cerveau. Cet homme-là a... Par exemple, je sais pas si tu connais, mais il y a le mouvement brownien. Tu peux taper sur internet et voir par toi-même le mouvement brownien. Qu'est-ce que le mouvement brownien? Le mouvement brownien, c'est tu prends un bol d'eau chaude, là tu fais bouillir de l'eau. Ah putain, il va plus y avoir de batterie, ça c'est lourd. Ah, ça fait chier que ça coupe. Ouais, comme un con, j'ai mis l'éclairage au max. Ça enregistre. Bon, alors, vu que je faisais un petit montage obligatoire parce que la vidéo a coupé, je peux vous montrer c'est quoi le mouvement brownien, tant qu'à faire. Donc là, c'est des grains de poivre dans de l'eau chaude. Et la façon dont ils bougent, ça marche avec tout ce qui flotte sur de l'eau chaude. Ça s'appelle le mouvement brownien. Et ce mouvement, il a été observé depuis que l'homme a inventé l'eau chaude. Probablement. Ouais, c'est rigolo. Tout à l'heure, ma femme, elle me voit en train de filmer le bol d'eau chaude et elle me dit les humains, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Elle me dit c'est la nature qui a inventé l'eau chaude. Ouais, c'est vrai que c'était mal formulé. Ce que je voulais dire, c'est que depuis que l'humanité utilise l'eau chaude ou depuis qu'elle a appris à faire chauffer de l'eau, quoi. Donc, on en était au mouvement brownien, dont tu as eu normalement le petit aperçu. Donc, effectivement, c'est un mécanisme qui a été observé en fait, depuis des milliers d'années par l'homme, mais qui n'a pas été expliqué, qui n'a pas eu d'explication tangible jusqu'à que Einstein fasse sa propre explication. Et comment il l'a fait? Comme j'expliquais, l'analyse des informations qu'on a, il connaissait du coup le mouvement brownien. Et puis quand il a pris connaissance de la théorie atomiste, dans son cerveau ça a fait tilt quoi. Il s'est dit effectivement, il a tout mentalisé, il a visualisé ça, il s'est fait des simulations 3D dans son esprit et il a dit effectivement euh, si la matière est composée d'atomes et si la température agite ces atomes, d'où l'eau chaude, parce qu'avec l'eau froide ça va pas spécialement marcher, ce qui expliquerait le mouvement brownien, c'est que dans le brouhaha de molécules d'eau agitées, de temps en temps, il y a une molécule d'eau qui vient taper le grain de poivre. Alors lui, il a expliqué avec des grains de pollen, mais comme j'ai dit, ça marche avec tout ce qui va plus ou moins flotter sur l'eau et qui est suffisamment léger. Et il dit, la molécule frappe le grain de poivre, et nous, on observe le poil. Nous, on observe le poivre bouger, avec son schéma particulier, en fait. Il n'y avait pas spécialement de logique, on ne comprenait pas, justement. Et de par ce texte-là, euh, il en a déduit que vu que le mouvement brownien existe, euh, que les atomes, normalement, devraient exister.
et puis des dizaines d'années plus tard, lorsqu'on a pu observer l'atome, on a compris qu'il avait raison. Alors qu'il simulait ça à partir de son esprit, tout simplement. Euh, un autre exemple que je voulais donner. Alors c'est un philosophe, on appelait ça, enfin c'était un truc, genre il y a un peu plus de 2000 ans, tu vois. On les appelait tous des philosophes, tu vois, qui réfléchissent en fait. Mais moi je l'appellerais plutôt un scientifique avec les définitions que j'ai. Alors, je me rappelle plus qui c'est, mais enfin, il est hyper connu dans le panthéon des philosophes de l'ancienne époque. Mais je vais pas donner le nom parce que, petite parenthèse, souvent j'arrive pas à donner le nom ou la date exacte parce que j'ai remarqué, enfin en tout cas c'est ma propre théorie, que moi j'assimile beaucoup d'informations et je pense que pour optimiser la place dans mon cerveau, dans l'équivalent de mon disque dur, euh, je ne garde pas les titres, je ne garde pas trop des dénominations précises qui n'ont rien à voir avec la compréhension du mécanisme, parce que ça surchargerait en information et au bout d'un moment je serais assez limité. Ce qui fait que comme je passe tous les noms, tous les titres, beaucoup d'appellations, en gardant simplement le vocabulaire, finalement, il y a plus de place dans mon disque dur. Je ne peux pas faire grandir mon disque dur volontairement, donc j'ai une manière d'optimiser les informations en enlevant des petits trucs inutiles, du genre le nom du type dont je vais te parler. Tu vois. Donc c'est un des philosophes. Alors à son époque, euh, la religion t'expliquer que Dieu avait créé la Terre comme ça. Point. Tu vois ce que je veux dire et pour regrouper avec ce que j'étais en train de te dire, ce mec-là était dans la nature, s'est positionné en tant qu'observateur et était en train d'observer une petite cascade, un petit ruisseau, une rivière. Tu vois ce que je veux dire Il était en train d'observer un cours d'eau, de regarder sa forme et en se repassant le savoir de Dieu a créé la terre telle qu'elle, point. C'est-à-dire, dans le savoir de l'époque, au début de l'humanité, cette rivière était exactement telle qu'il l'observait. Et il s'est rendu compte, par l'observation, du mécanisme de l'érosion. Il s'est rendu compte avec l'observation, en regardant les courbures de la rivière, comment les cailloux étaient usés, c'est-à-dire en observant tout ça, il s'est rendu compte que le passage de l'eau creusait les rochers, lissait les rochers. Il avait vu que les rochers qui n'étaient pas dans l'eau étaient rugueux, et que les mêmes rochers de la même matière, 1 mètre à côté, mais dans l'eau, devenaient tout lisses, tout polis. Il s'est rendu compte en revenant plusieurs fois au même endroit qu'après, par exemple, une grosse crue, une grosse pluie, les rochers se déplaçaient. Et derrière, eh ben, qu'est-ce qui lui est venu évidemment comme réflexion? C'est que non, la Terre n'était pas comme ça à sa création. Donc il ne remettait pas forcément en compte Dieu, tout ça, mais il s'est rendu compte que ça se modifiait au fur et à mesure du cycle des saisons, jour après jour. Le passage, enfin, tu vois, il n'avait pas le concept vraiment de l'atome, enfin, si, peut-être, parce qu'il date d'un assez insécable, ça date d'un assez loin, c'était peut-être même une pensée contemporaine à ce personnage, mais du coup, il s'est rendu compte que l'eau euh, pratiquait l'érosion et l'usure sur son passage. Donc, il a renié l'idée qui était répandue de manière religieuse, j'ai envie de dire, que la terre était telle qu'elle depuis la création par Dieu et pour toujours. Donc, ne serait-ce que par l'observation, juste quelqu'un qui a regardé un cours d'eau s'est rendu compte que les conneries, enfin, il s'est rendu compte que ce que la religion euh, disait, c'était une grosse connerie en fait. Donc il s'est élevé par lui-même, il a eu besoin de personne, il a eu besoin d'aucun enseignement et il pouvait le prouver à tout le monde. Il suffit que tu viennes tous les 6 mois à la même rivière, en prenant quelques petits points de repère, un petit caillou, un petit machin, et tu reviens et tu vas voir que effectivement le mécanisme d'érosion est
est constamment actif en fait. Qu'à chaque crue, tout va se déplacer, les cailloux vont se retourner, la vase va se déplacer. Enfin, c'est un peu dur parce que la vidéo elle a coupé, donc je vais peut-être me répéter sur quelques trucs que j'ai dit parce que pour moi, du coup, c'était il y a quasiment 5 heures, tu vois. Euh, Alors bon, là, bien sûr, je te parle d'Einstein, je te parle d'un grand philosophe, je te parle d'assez grandes découvertes et assez conséquentes. Mais regarde, toi, en tant qu'individu, si tu avais passé suffisamment de temps à observer une rivière, tu aurais pu très facilement, sans aucune instruction et sans aucun savoir, arriver à comment on dit, arriver à la même conclusion, en fait. C'est-à-dire, non, ça bouge en fait. Ça bouge. Donc, forcément, ce que je suis en train de voir maintenant, c'est pas l'état dans lequel il était le passé, dans lequel la rivière était dans le passé, et ce que je suis en train de voir maintenant, les gens d'une future ne le verront pas. Et on arrive à des grands concepts à partir d'observations toutes simples. Là, pareil, je te parle de Einstein, je te parle du mouvement brownien. Bon, concrètement, si tu es une personne classique, t'en as rien à péter d'arriver à faire ce genre de connexion à l'intérieur de ton esprit. Ce qui t'intéresse, c'est ta propre vie, quoi. Enfin, comme tout le monde. Enfin, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des réflexions sur comment être heureux, comment pratiquer ta vie, comment être une bonne personne. Bon, après, ça tout dépend de ta morale. Euh, en tout cas, sur les trucs qui t'intéressent. Mais on, on en est là par l'observation et l'analyse de tes observations par rapport à ton environnement. Tu peux en déduire une chier d'idées qui te seront directement profitables à toi. Vu que déjà c'est ton environnement que tu analyses, donc forcément ça te concerne à fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs Enfin voilà, je peux te donner plein d'autres exemples de gens qui ont juste observé et qui en ont déduit des règles de la nature. C'est l'équivalent de la physique. Quand on a créé euh, les télescopes, quand on a inventé le concept du télescope, on a pu commencer à observer les étoiles, on a pu commencer à observer les planètes, et on a pu commencer à... Bah, du coup, notre environnement captable par nos yeux s'est agrandi d'un coup, et on a commencé à calculer l'astronomie, les trajectoires, et à comprendre la physique extraplanétaire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, extraplanétaire. On a pu comprendre ce qui se passait en dehors de la planète, comprendre qu'on était qu'une simple planète comme tant d'autres. Tu vois, au début, les premiers schémas, basiquement, les premiers observateurs ont dessiné des cartes de tout ce qui était observable en mettant la Terre au centre. Parce que, basiquement, ils se sont dit, moi, je suis sur la Terre, tout ce que j'observe, c'est à partir de moi, donc la Terre est au centre. Un peu plus tard, avec les mathématiques, et des dizaines et des dizaines d'observations, une accumulation du savoir de plusieurs utilisateurs, on a compris non. En fait, il y a le Soleil au centre de notre système solaire et nous, on tourne autour. Ah, puis on tourne sur nous-mêmes. Ah, mais du coup, la Terre, elle est ronde aussi. Et ainsi de suite. Et c'est passé tout simplement de quelqu'un qui regardait avec ses yeux et qui a analysé ce qu'il voyait, tout simplement. Tout, tout le savoir de l'humanité euh, part de cette simple base. Tu observes avec tes yeux, avec tes sens, et tu peux aussi observer avec le toucher, tu peux observer le chaud, le froid, on a plein de sens, on en a au moins 9, si ce n'est plus, parce qu'on n'arrive pas bien à discerner les différents sens. Mais et pour ta vie, pour ta propre existence, te contenter du savoir qu'on t'a transmis, ça reste un peu aberrant selon moi. Il faut forcément être, si tu veux une chance de devenir toi-même, bon après c'est un peu des phrases un peu pompeuses, tu vois, mais j'imagine que tu comprends ce que j'essaye de dire par là. Si tu veux une chance de devenir le toi-même, le grand toi, il faut que tu sois ton propre scientifique pour ta propre cause et à ton propre service en fait.
L'observateur, l'analyste des sujets qui te sont propres à toi. Et là, tu commences vraiment à te développer, à te transcender dans un sens. Sinon, la vie, c'est chiant, en fait. Sinon, la vie, c'est chiant. Rien que tu t'assois dans la nature, tu regardes la nature, tu regardes le cycle des saisons, mais tu t'as pas besoin de faire 50 000 ans d'études pour comprendre de quoi est composée la Terre. Qu'est-ce que la Terre, ce qu'on appelle la Terre, l'humus? Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est du caca, des cadavres végétaux et animaux. C'est rien d'autre en fait. À un moment, tu comprends que les premières cellules qui sont apparues sur Terre euh, se contentaient de nutrition au niveau minéral. La première vie piochait les ressources dans leur environnement et à part eux, ben, tout était minéral sur la Terre. Tu avais l'eau et le minéral. Et à force que la vie se multiplie, croît en nombre et que les cadavres s'accumulent, il a été plus facile pour la vie de commencer à consommer les molécules qui ont déjà été créées par la vie, c'est-à-dire les cadavres, la pourriture, tout ça, parce que c'était des molécules déjà transformées, donc ça facilitait son travail en fait. Au début, il n'avait pas le choix, il prenait ce qu'il y avait dans son environnement, et il le transformait pour pouvoir s'en servir au niveau biologique. Mais une fois qu'il y avait toute cette accumulation de matière biologique autour de lui, il était plus simple de se servir dans le terreau biologique déjà présent, ce qui lui évitait de transformer des molécules minérales en, en molécules biologiques. Et donc depuis un certain temps, hein, je parle de, je dirais au moins 4 milliards d'années, la vie a changé et la vie se nourrit des anciennes vies. À part l'eau, bien sûr. L'eau, c'est resté. L'eau est un élément quand même assez à part sur Terre, mais on se nourrit des anciennes. Nous, on mange ce qui est vivant. On mange les plantes et les animaux qui sont vivants. Les animaux qu'on mange mangent des plantes et d'autres animaux. Enfin, à la fin, on arrive toujours à on bouffe des plantes. Parce que je pense que la première forme de vie, c'était des formes de vie genre plantes. Et les plantes elles-mêmes se nourrissent des anciennes plantes décomposées. Et en fait, j'ai fait une vidéo, je crois, comme ça, qui s'appelle Goinfrerie organique, où finalement, on recycle en fait. Il y a un grand cycle comme ça, où tu meurs, tu vas dans la terre c'est transformé, les vers de terre, les déjections, tout ça, puis hop, on va se resservir là-dedans, parce que c'est des molécules biologiques. Ça, c'est moins coûteux pour nous en énergie et en transformation d'aller directement se servir là-dedans. On pourrait trouver ça dégueulasse quand on a un esprit étriqué, mais c'est comme ça que la nature fonctionne maintenant. Une fois que suffisamment de molécules minérales ont été transformées en molécules organiques, bon, on se sert directement dans l'organique. Même quand on a besoin de minéral, on prend le minéral dans l'organique. On prend les parties qu'on a besoin dans l'organique. On prend des molécules organiques. C'est plus facile de prendre une molécule organique, de la casser et de prendre ce qu'on a besoin, que de prendre du minéral et de le transformer pour l'assimiler. Même si d'une certaine manière, on le fait encore un peu, mais c'est moins de 1% de ce qu'on assimile en termes atomiques, moléculaires, sur l'équivalent de notre vie en fait. Tu te dis dans ton corps, tu as du fer, tu as de l'or, tu as des machins, ok, mais on les a attrapés, on les a récupérés ces parties-là dans des molécules déjà organiques. Tu suces pas des cailloux en vrai. Alors peut-être les plantes, il doit y en avoir encore. Tout ce qui est flore doit encore se servir directement dans le minéral. Mais sans humus, sans ce gros tas de matière organique décomposée, ça ne survivrait plus. Enfin, elles sont plus adaptées à ça. Enfin, peut-être quelques-unes encore. Enfin, voilà, tu vois, il y a tellement d'espèces, il y a tellement de manières de récupérer de l'énergie sur Terre que forcément, je fais des généralités, on est d'accord. Donc il est un peu là, c'est un peu ça l'idée que je voulais mettre, c'est que pour devenir un être humain complet qui utilise de manière optimale les dons qu'il a reçus à la naissance, c'est-à-dire la conscience, la capacité analytique,
le cerveau, la mémoire, la modification de son environnement, eh bien, il ne faut pas se contenter des informations qu'un autre homme t'a transmises. Si tu fais ça, tu deviens un peu un robot, beaucoup trop dépendant et finalement manipulé par tes ancêtres, par leurs écrits ou par l'éducation nationale, tous ces trucs-là. Tu es, pour moi, dans un sens, tu es incomplet si tu te contentes de ces sources-là. J'ai même j'ai un ami, là, Benny, qui lui il est un peu plus hardcore dans le truc, il t'explique que quand tu lis un livre, euh, tu lis des données mortes, dans un sens. Tu lis des données qui sont figées, alors que la vie est en perpétuel mouvement, tu vois. J'ai un exemple, par exemple, pour illustrer ça. Euh, la dernière fois, c'était quoi? J'ai écouté le livre audio d'un empereur qui a écrit des livres de philosophie. C'était Penser pour moi-même. Très très intéressant. Mais c'était un écrit, donc c'était mort, c'était contextuel à l'environnement de son époque. Aujourd'hui, moi quand j'ai écouté ce livre, j'ai trouvé ça très intéressant. Je reconnais la logique, et, entre parenthèses, je dirais la forme de génie qu'il a eu de pouvoir s'exprimer de cette façon-là à son époque. Mais la moitié de ce qu'il dit ne concerne plus l'humain d'aujourd'hui. Je veux dire, le mec, enfin, quand tu lis ça, il faut comprendre que la moitié des informations que tu vas assimiler à travers ce bouquin, c'est contextuel à son époque. C'est pratique si tu fais un genre de rétro-anthropologie, de la philosophie, tout ça, ok. Mais aujourd'hui, ces conseils, aujourd'hui clairement, les trois quarts, euh, te concernent plus en fait. Ton environnement a beaucoup trop changé. La morale, même la morale même qu'il essaye de donner, qui est jolie, n'a plus vraiment de valeur au sens applicable. Il faut forcément assimiler son information et la retravailler en la recontextualisant sur des choses que lui, enfin, il ne pouvait pas connaître le futur, tu vois, forcément. Je ne fais pas une critique, mais voilà, c'est ça le concept de... Ce sont des données mortes dans un monde en mouvement. Donc plus ces données sont anciennes, plus elles ont un côté archéologique et historique immense, mais plus elles sont en décalage avec la réalité d'aujourd'hui. Tu ne peux pas lire ce bouquin et appliquer sa morale, forcément tu es en décalage avec la réalité. Il faut que tu t'en serves pour faire des pistes de réflexion et retravailler ces réflexions avec ton cerveau d'aujourd'hui, dans ton contexte et ton environnement d'aujourd'hui. Bon, voilà, tu vois, je te donne des grands exemples de grands hommes, tout ça, mais la, la méthode de base qui est observer, analyser, déduire, confirmer régulièrement son savoir, revoir son savoir même de toute façon, euh, c'est la base pour être autonome en réflexion. Et quand tu es autonome en réflexion, tu peux te, tu peux te construire, tu peux te guider de manière bien plus efficace que si tu ne l'es pas autonome en fait. Parce que la seule personne qui saura ce qui est réellement bon pour toi, bah, c'est toi. Quelqu'un d'autre peut pas te le dire. Tu vois, c'est comme moi, mes vidéos, je suis bien conscient. Je te balance beaucoup mon expérience. Je te balance mes déductions, je te balance mes conclusions. Mais je suis bien conscient que la philosophie que je te montre ne touche qu'une minorité de personnes au sens littéral. Forcément, une majorité de gens doivent s'en servir comme piste de réflexion pour créer leurs propres idées à partir des miennes. Moi, je te donne des pistes, à toi de construire ce qu'il te va par rapport à moi. Tu vois, dans le mieux, je t'inspire, tu vois. C'est ça que j'essaye de faire. J'essaye d'inspirer les gens. Je sais que je peux pas les. Tu vois, si tu me prends pour un gourou, tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est complètement ça.
Si tu me prends pour un maître à penser ou un truc comme ça, non, je suis mon propre maître à penser. Je partage en étant conscient que le mieux que je peux faire, c'est t'inspirer, t'aiguiller. Je peux t'aider à gratter une brique sur la construction de tout ton mur, tu vois, parce que voilà, tac, je t'ai donné ça, pouf, du coup ça débloque ça, ça débloque ça, ça débloque ça, ok. Mais si tu prends littéralement ma philosophie au pied de la lettre, pareil, t'es en train de ça marche pour moi en fait. Et forcément, toi, t'es pas moi. Il y a un côté comme ça. Donc il faut que tu deviennes ton propre philosophe, ton propre maître, ton propre scientifique pour trouver ton chemin, ta philosophie. Et là, forcément, tu sors du côté pénible de ce que tu as vécu à l'école, de ce que tu vis en lisant des livres. Tu vois, c'est pas vivant tout ça. Tu vois, le programme d'éducation nationale, c'est pareil, c'est mort. C'est un mec qui décide comment tous les enfants ils doivent apprendre. Forcément, il y en a 10%, ça va leur correspondre. Il y en a 20%, ils vont arriver à faire un truc avec. Et puis, du coup, il y en a 70%, ils sont largués. C'est normal, c'est la merde. C'est n'importe quoi ce que tu es en train de leur dire. Tu es en train de leur dire ce que toi, tu penses qu'il leur faudrait. Hein, sans compter qu'en vrai, c'est pour te manipuler, pour te formater, pour avoir des objectifs qui les intéressent eux et pas toi. Tu vois. C'est pour ça qu'elle est obligatoire dans un sens. C'était noble d'éduquer de manière obligatoire l'homme, et tu vois, forcément, tout ce que l'homme fait, à un moment donné, ça devient dévié à partir du moment où tu laisses quelqu'un commander pour toi. Pour ça, probablement que je suis anarchiste. Je préfère que les règles se fassent de manière locale entre les gens qui sont concernés directement par l'environnement sur lesquels s'appliqueront ces règles. Je suis contre les villes, les nations, les trucs comme ça. C'est pour ça que c'est la merde en fait. C'est juste un système pyramidal pour dresser la masse. Hein. C'est le concept du troupeau quoi. Ferme ta gueule, avance. Là je t'ai mis une barrière, t'as pas le droit. Là je t'ai mis une ligne droite, c'est là où tu avances. Et puis dès que tu fais pas ce qu'on attend de toi, on te punit. Tu vois, je veux dire, faut pas penser qu'on est libre. Hein. On est libre entre les cases si on te surprend pas dans ta liberté, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, ouais, pas plus, hein. Je pense que si t'as écouté la vidéo en entier, le message est passé. Sois ton propre guide en fait. Tu en as les capacités. Te laisse pas avoir par les autres qui vont te dire ah mais attends, toi t'as 80 de QI, laisse les gens qui ont 130 de QI t'expliquer la vie. Mais voilà, toi t'as le quotient intellectuel, c'est pareil, tu vois, c'est une note comme une autre, tu vois. Moi, je pourrais être très fier, tu vois. Moi, j'ai fait 2 fois le test, tu vois. J'ai entre 130 et 140 de quotient intellectuel. Mais en vrai, concrètement, c'est une mesure sur quelques-unes de mes aptitudes. Euh, Parce que ça prend quoi? Ça prend la logique, ça prend la capacité à réfléchir au niveau rapidité. Ça prend des petits trucs comme ça. Mais en vrai, déjà, c'est pas que ça la vie, il y a beaucoup d'autres intelligences, tu vois, l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence ci, l'intelligence... Il y a plein de formes d'intelligence, tu vois. Le quotient intellectuel, on te le met, le quotient intellectuel, ça sert juste à être un travailleur, tu vois, en vrai. Ça intéresse que les patrons d'avoir des gens qui ont un gros QI pour faire avancer leur projet, tu vois. Euh, Concrètement, c'est pas non plus, et puis c'est pas forcément, ça peut être aussi, tu vois, t'as l'autre côté de la pièce, ça peut être un fardeau. Tu conscientises tout ce qui va mal dans ce pays, et puis tu peux finir dépressif juste parce que tu conscientises beaucoup trop de choses qui vont pas, tu vois, autour de toi. Il y a. Ne laisse pas les autres venir avec quelque légitimité que ce soit, te dire à toi comment tu dois gérer ta vie. Peu importe tes capacités, tes raisonnements en tant qu'observateur et analyste de tes observations seront forcément, enfin, si tu le fais avec un minimum de déontologie pratique, hein, je veux dire, il y a quand même... Tu peux pas te dire, tiens, j'ai une idée, c'est bon, le monde il est comme ça pour moi, tu vois. Il faut retravailler cette idée, la voir plusieurs fois. S'il faut, tu vas mettre 5 ans avant de voir que tu as fait une connerie ou que ton idée elle est incomplète. Il faut jamais
valider son savoir de manière définitive. Tu vois, c'est toujours je pense, je crois savoir. Tant que je le pratique, ça fonctionne, mais s'il faut, c'est bien plus vaste, et ainsi de suite. Voilà, faut toujours garder un esprit critique vis-à-vis de toi-même, d'ailleurs, aussi. Vis-à-vis des autres, surtout, mais vis-à-vis de toi-même, parce que quand tu commences à être le chef de ta propre vie, que tu fais tes propres observations, tes propres conclusions, tes propres théories, il faut aussi savoir que tu es un humain comme tous les autres et que tu es faillible. L'idée que j'ai eue il y a 5 ans, aujourd'hui, je la démolis s'il faut. Et aujourd'hui, il y a 5 ans, elle était valide et praticable. Aujourd'hui, si je continue la même idée sans la revoir régulièrement, eh ben, je me décale parce que moi aussi j'évolue. Donc finalement, je suis en train de me laisser me guider par mon moi d'il y a 5 ans. Et forcément, ben, pareil, il y a un décalage avec une espèce d'optimisation. Donc peu importe tes capacités, si tu commences à être ton propre guide, eh ben, tu vas grimper des petits échelons, doucement, 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 et uniquement dans des choses qui te sont intéressantes et plaisantes dans un sens. Bon, voilà, je me répète, j'en reste là. La vidéo doit être assez longue comme ça. Salut à tous, à bientôt. Voilà une dernière petite métaphore pour le kiff. Si tu compares ton existence à un mur et que tu laisses euh, plusieurs personnes à chaque fois venir t'apporter une pierre pour ton mur, tu vois. Il y a machin, il vient, il te pose une pierre, machin, il vient, il t'en pose deux, trois, un autre, il vient, il t'en pose deux, l'autre, il vient, il t'en pose trois. À la fin, ton mur, bah, t'as un vrai mur, tu vois. C'est ton mur, il a l'utilité d'un mur, tu vois, c'est ton existence. Mais si toi, tu vas chercher et que tu poses toi-même chaque brique de ton mur, à la fin, quand ton mur il est fait, il a exactement plus ou moins la même utilité, mais tu as aussi la fierté de l'avoir construit toi-même. Ben, c'est pareil pour ta vie. Est-ce que tu as construit toi-même ta vie ou est-ce que tu as laissé ton entourage construire ta vie? Voilà, c'est un peu la petite métaphore qui va résumer ce que je voulais te dire. Allez, salut, merci à tous.